Quentin, bonjour. Bonjour. Et bravo pour votre réélection. Comment fait-on pour survivre à la vague RN dans l'Eure? Vous êtes le seul survivant. Écoutez, je crois qu'il y a eu un très gros travail de terrain fait depuis 2 ans, une vraie implantation. Je suis né, j'ai grandi dans ma circonscription. Puis je pense à un discours de gauche populaire, celui qui nous manque aujourd'hui, je crois, assez cruellement nationalement. Une gauche qui parle aux problèmes des gens concrets, des certifications médicales, les problèmes de services publics, les problèmes de salaire, et qui s'éloigne des polémiques nationales qui parfois semblent très très éloignées des problèmes des gens. Parce que la gauche aujourd'hui, c'est les grandes villes, à part vous et quelques-uns. Oui, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une réduction finalement de la représentation politique de la gauche à l'Assemblée, à des députés des métropoles. Mais j'oublie pas tous ceux qui ont gagné, notamment au groupe socialiste. On a des députés dans les Hautes-Alpes, on a des députés dans la France périphérique et périurbaine. Et on a encore le groupe socialiste, c'est le groupe toujours qui représente le plus cette France des territoires. Et périurbaine, périphérique, cette France un peu oubliée, qui aujourd'hui effectivement a fait le choix très majoritaire du Rassemblement national. Est-ce qu'on est conscient au PS, au Front populaire, que certes vous avez plus de sièges, mais que vous n'avez pas eu plus de voix que le RN et que ça peut poser un problème? Je souhaite qu'on en prenne conscience, parce que j'ai le sentiment, y compris dans les discussions médiatiques, d'une forme d'hallucination collective. Il y a un peu d'ivresse là. Il y a un peu d'ivresse. On va pas gouverner le pays avec seulement 180 députés. J'entendais les uns les autres parler, on va faire le 49-3. Non, on va pas faire le 49-3. On a combattu le 49-3 pendant les deux dernières années. On va pas recourir à des ordonnances. Il faut un gouvernement majoritaire au pays. Et donc, ça nécessite évidemment, au moment où nous parlons, d'aller au-delà de nous-mêmes. Dans une assemblée qui n'a pas de majorité, personne ne pensera qu'on trahira les électeurs parce qu'on trouve un contrat de coalition avec les autres. C'est l'intérêt de la France. Faut bien gouverner. C'est l'intérêt de la France. Les gens nous le disent, moi y compris chez moi, des électeurs très 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 à gauche qui me disent trouver une solution pour le pays. Si on applique que 70 ou 80% du programme du Front populaire, c'est déjà formidable. Allez-y, prenez vos responsabilités. Si nous échouons cette fois-ci, alors qu'est-ce qui se passera en 2027? Ce sera Le Pen. On ne peut pas faire une assemblée pendant 3 ans avec des gouvernements qui tombent tous les 15 jours. Et il faut trouver un gouvernement stable au pays. Il faut faire passer le pays avant les partis. Alors, quelle méthode recommandez-vous? Choisir un Premier ministre et un gouvernement, et puis après, essayer de lui trouver une coalition à l'Assemblée, ou d'abord passer un accord pour pouvoir choisir un Premier ministre qui représente cette coalition? Je crois que la bonne méthode, c'est celle des démocraties européennes, c'est-à-dire des discussions entre partis pour trouver un accord majoritaire. Et je dis bien ce que je propose, ce qui semble finalement être la meilleure solution pour le pays, c'est l'inverse du « en même temps ». C'est pas le « en même temps » qui était quoi finalement? Le gouvernement d'un seul avec des débauchages des uns et des autres. Là, c'est un contrat de coalition. On écrit noir sur blanc ce qu'on va faire ensemble durant les prochaines années. Évidemment que moi, je préférais ne pas gouverner avec les macronistes ou ne pas gouverner avec la droite. Je me suis opposé à eux très durement durant les 2 dernières années. Mais l'Assemblée nationale est composée telle qu'elle est aujourd'hui et les Français ont élu cette composition. Et donc, il faut en tenir compte pour donner de la stabilité au pays et avoir un gouvernement qui prenne en compte ces grandes difficultés qu'ont les Français aujourd'hui. Dans ces démocraties européennes comparables, ça prend du temps. Parfois, les Allemands mettent plusieurs mois avant de trouver la base programmatique. Il faut se donner du temps aujourd'hui? Alors, je crois qu'il doit y avoir quelques temps de discussion, mais je crois tout de même qu'il faut assez rapidement nommer un Premier ministre. Je crois qu'il y a un symbole qui est terrible, qui serait celui du maintien de Gabriel Attal jusqu'au mois de septembre. On nous explique qu'il fallait faire la dissolution tout de suite, avant les Jeux Olympiques, pour avoir un nouveau Premier ministre. Et puis, la dissolution a eu lieu, le résultat est connu. Et le parti qui a perdu, c'est-à-dire le parti Renaissance, qui perd une centaine de députés, se maintient au pouvoir. Je crois que ce serait un terrible message. Donc, il faut donc, je crois, qu'il y ait une démission à un moment rapide du gouvernement, la nomination d'un Premier ministre chargé de mener ces négociations. Ça veut dire qu'on va regarder l'arithmétique des groupes actuels. Donc ce Premier ministre, il peut être la France Insoumise. C'est le groupe le plus important dans le Front populaire, qui est le rassemblement le plus important. Alors nous saurons en fin de semaine quel est le groupe le plus important. Au moment où je vous parle, d'après nos calculs, le groupe socialiste peut être le groupe le plus important de l'Assemblée nationale. Ça se jouera, le groupe le plus important de la gauche dans l'Assemblée nationale. Ça se jouera à 2 ou 3 voix. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que le centre de gravité du Front populaire peut bouger. En tout cas, ce que je constate, c'est que le centre de gravité, en tout cas d'une éventuelle majorité à l'Assemblée nationale, il est du côté du Parti socialiste. On le voit bien, il y a une centralité de nos idées. Et donc, je crois que c'est en tout cas le groupe socialiste qui est le groupe charnière aujourd'hui, qui représente les aspirations majoritaires exprimées lors de la dernière élection. Et vous avez un nom à proposer, un nom qui vous vient en tête, qui pourrait faire cette coalition, ce rassemblement? Nous avons beaucoup de noms en tête. On parle beaucoup de Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. On parle d'Olivier Faure, on parle aussi de Nicolas Maillard-Rossignol, le maire de Rouen. On parle de Laurent Berger. On a parlé de Raphaël Glucksmann qui est assez haut dans les sondages. Bref, on a plein de personnalités. J'oublie pas Valérie Rabault. Moi, je croyais beaucoup. Même si elle a été battue. Elle a été battue, malheureusement.
Et je crois qu'en tout cas, elle devrait faire partie d'un gouvernement parce que sa compétence est reconnue par tous et on a besoin d'elle. Boris Vallaud, il connaît très bien le président de la République. Il a travaillé avec à l'Élysée, ils sont copains de promotion de l'ENA. Ça peut aider, non? En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît bien l'appareil d'État. Je crois que c'est important d'avoir quelqu'un qui soit immédiatement opérationnel, qui sait comment fonctionne l'interministériel, qui sait ce que c'est qu'un secrétaire général du gouvernement, qui peut tout de suite finalement faire fonctionner la machine, car on a une machine qui est très abîmée aujourd'hui. Quel est l'enjeu aujourd'hui? On a eu un effondrement politique lors du premier tour des élections législatives. Ce que nous demandent les Français, c'est un gouvernement de salut public, un gouvernement d'union républicaine qui ait la même ambition que celui du Conseil national de la résistance. Il faut qu'on se mette d'accord sur 10 grandes mesures pour changer le quotidien des Français. Et si nous y arrivons, alors le Front National reculera, j'en suis convaincu. C'est-à-dire c'est plus l'esprit du Front républicain du deuxième tour que simplement du Front populaire. De toute façon, on ne peut pas se limiter au Front populaire. Moi, j'aimerais me limiter au Front populaire. Je suis député socialiste. J'adorerais qu'il y ait un gouvernement d'union de la gauche majoritaire en France. Comme en 97 ou en 81. J'aurais adoré qu'on gagne comme en 97 ou 81. Ce n'est pas la réalité. Et on ne peut pas faire de la politique avec des illusions. On ne peut le faire qu'avec des réalités. La réalité, c'est que nous ne pouvons pas gouverner avec 180 députés. Donc, il faut trouver des alliances. Est-ce que c'est l'occasion, pour vous, socialistes, de rompre avec la France insoumise? On pensait que cette rupture était consommée depuis le 7 octobre. La NUPES était morte. Le Front populaire l'a relancé, cette union. Mais est-ce que c'est pas l'occasion de dire on ne travaille plus avec vous? Il faut travailler avec le plus de gens possible. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a aucun ostracisme à avoir vis-à-vis de la France insoumise, qui est notre partenaire. Pas plus qu'il ne doit y avoir d'ailleurs vis-à-vis des macronistes. Je le dis, je suis très opposé aux macronistes depuis 2 ans. Mais là, on doit trouver une majorité. Donc, on ne va pas commencer à trouver une majorité à l'Assemblée nationale en faisant des soustractions. Il faut faire des additions. Il y a un programme aujourd'hui qui a une majorité de sièges à l'Assemblée. C'est le programme de l'Union de la gauche. C'est la base finalement de rassemblement qui doit s'opérer ensuite. Olivier Faure a pourtant été clair. Impossible, dit-il, de travailler avec l'ancienne majorité présidentielle qui a été battue dans les urnes et qui a été combattue depuis 2 ans. C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Il a dit que pour l'instant, mais quand même, de toute façon, il va falloir se résoudre à discuter avec eux. Je veux dire, on va pas laisser le pays sans majorité ou avec un gouvernement technique. Je veux dire, on est la France, on va pas avoir un gouvernement de technocrates et nous continuer à faire l'épître à l'Assemblée nationale et se dire ah dans 3 ans c'est les présidentielles. Et pourquoi pas un gouvernement technique? Pas pour 3 ans, pour 1 an avant une prochaine dissolution. Des gens sérieux qui tiennent les comptes et qui vous permettent pendant ce temps-là de reparler aux Français. Écoutez, moi je pense qu'en démocratie il n'y a pas de gouvernement technique possible. Il n'y a que des politiques. Il y a une élection qui a eu lieu et puis on va refaire une dissolution. Vous croyez que les gens ils ont envie de retourner aux urnes en 5 ans? Mais dans quel pays on est? En 5 ans, 3 élections législatives, c'est pas possible. Là, il faut de la continuité d'ici 2027, un gouvernement de salut public qui règle les grands problèmes du pays. Et puis en 2027, il y aura un candidat de droite, un candidat de gauche, d'extrême droite, pourquoi pas d'extrême gauche à l'élection présidentielle. Chacun repartira sous ses couleurs. Mais là, maintenant, le moment est celui du rassemblement et surtout d'une forme de sursaut républicain, de sursaut patriotique. Il faut comprendre ce qui s'est passé au premier tour et cet effondrement inédit qu'on a vécu. De grandes voix reviennent à l'Assemblée nationale. Darmanin ou Attal d'un côté, François Hollande de votre côté. Ils vont avoir un rôle à jouer spécifique pour cette phase inédite? Je crois. Plus il y a de voix importantes, plus évidemment la voix porte et donc nous aurons, je crois, effectivement des choses à nous dire. C'est des personnalités qui comptent et puis il y en a d'autres aussi, nouvelles qui sont arrivées. Il y a des inquiétudes en Israël. Plusieurs voix s'élèvent, dont celle de l'ultranationaliste Avigdor Lieberman qui dit « Juifs de France, venez en Israël ». Le parti de Jean-Luc Mélenchon est en train d'arriver au pouvoir et pour eux, Jean-Luc Mélenchon, c'est évidemment l'antisionisme, l'antisémitisme. Le parti Jean-Luc Mélenchon n'est pas en train d'arriver au pouvoir. Nous sommes en train de discuter les uns et les autres. Je veux dire, rappeler quand même que le parti Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été condamné pour antisémitisme. Nous sommes ici dans un état de droit. Il y a un parti qui a été condamné pour des propos antisémites, c'est le Rassemblement national. Ce n'est pas le parti de Jean-Luc Mélenchon. Je veux quand même ici le rappeler, quelles étaient les discussions sur la situation en Israël. Certes, mais il y a eu quand même, depuis le 7 octobre, des propos, des tweets, des actions de députés LFI. Ce qu'a dit David Guiraud, ce qu'ont pu dire l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, on ne peut pas l'effacer. Je veux dire ici à tous les juifs et toutes les juives de France qu'ils seront protégés avec le gouvernement de l'Union de la gauche et que nous défendrons à jamais le droit d'Israël à sa sécurité et à son existence. C'est écrit très clairement dans l'accord du nouveau Front populaire. Je veux dire ici que les juifs ont leur place en France. Et la France est un grand pays, pays des droits de l'homme, qui a réaffirmé son attachement à notre devise républicaine lors du second tour des élections législatives. Et cela, nous le garantissons. 70%, 80% du programme, dites-vous, ça serait déjà beaucoup pour une majorité finalement qui n'est pas si nombreuse. À quoi on renonce?
Est-ce qu'il faut renoncer, par exemple, au SMIC, qui fait peur aux patrons et qui pourrait vous valoir une motion de censure venant de la droite? Je ne crois pas qu'il faille renoncer au SMIC pour une raison très simple. Notre SMIC est le SMIC en Allemagne est 1,5 fois supérieur au SMIC français. Aux États-Unis, 2 fois le SMIC français. Donc, on voit bien qu'il y a une marge de progression. Je dis simplement qu'il faut prévoir des compensations pour les PME, avec des baisses de cotisations sociales et un élargissement du financement de la protection sociale aux revenus du capital. On voit bien que de toute façon, on ne va pas pouvoir financer la Sécu ad vitam aeternam seulement sur les revenus du travail, avec le vieillissement démographique qu'on connaît. Donc moi je dis, il faut qu'on puisse compenser. Pour une boulangerie, par exemple, en milieu rural, on le fermerait s'il y a une hausse du SMIC sans compensation pour les petites entreprises. Donc il faut des compensations pour les petites entreprises. Je crois que c'est très attendu par les Français. Hausse du SMIC et pas seulement du SMIC, de tous les salaires. Ça veut dire une grande conférence de paritarisme social, remettre les partenaires sociaux dans le jeu. Une grande conférence salariale, effectivement, qui nous permette, branche par branche, de discuter de ces hausses de salaire pour mieux répartir les fruits du travail collectif des uns et des autres. De la même manière, la réforme des retraites. Abrogation, disent les vainqueurs de dimanche. Ça se fait comme ça, d'un claquement de doigts, d'un décret ? Non, ça c'est pas d'un décret. Je pense que d'abord il faut abroger la mesure d'âge, bien sûr. Il y a une majorité pour le faire à l'Assemblée. Quand on regarde la composition des groupes les uns des autres, y compris avec le RN, qui était contre cette réforme, y compris avec LR. Je le rappelle, sur les députés LR réélus, d'après mes calculs, une majorité d'entre eux a voté contre la réforme des retraites et a même voté la motion de censure pour faire tomber le gouvernement. La motion Lyotte, la motion de l'époque, qui avait échoué seulement de 9 voix. Je pense notamment à Aurélien Pradier, je pense à mon homonyme Fabrice Brun, qui est député de l'Ardèche, qui avait voté contre aussi la réforme des retraites. Il y en a très nombreux. Les LR, finalement, qui étaient plutôt pour la réforme des retraites, sont partis avec Éric Ciotti. Donc on voit bien que là aussi, les lignes bougent. Et donc il ne faut avoir aucune œillère et pouvoir discuter avec tout le monde pour faire avancer le pays. Mais là encore, il faudra mettre les comptes publics d'équerre. Bruxelles nous surveille. Bruxelles nous surveille et pas seulement Bruxelles. Nous empruntons sur les marchés à des taux qui augmentent un petit peu. Nous avons une nécessité évidemment d'équilibrer nos comptes. Donc l'abrogation de la réforme des retraites doit surtout permettre que ceux qui ont commencé à travailler tôt ne fassent pas 2 ans de plus que tous les autres. Ce qui s'est produit, c'est la raison de notre opposition. Et puis il faudra aussi faire des économies, bien sûr. Nous en prévoyons d'ailleurs dans notre programme. Somme d'économies à faire, bien sûr, des recettes aussi supplémentaires, sans évidemment casser l'économie. Tout ça est sur la table et devra être négocié, encore une fois, point par point, et être écrit noir sur blanc avec nos partenaires. Sans casser l'économie, dites-vous, c'est bien ça, peut-être le risque. Le macronisme a échoué dans beaucoup de domaines, mais il avait ramené les investisseurs, il avait relancé l'emploi. Il faudra être très prudent de ce côté-là. Oui, il ne faut pas un choc fiscal d'ampleur, si vous voulez. Parce Type 2012. Il ne faut surtout pas refaire François Hollande 2012-2013. On a vu que c'était une erreur économique qui est documentée par plein d'études aujourd'hui et qui a amené un ajustement structurel trop important et qui n'a pas une austérité budgétaire, on a une austérité fiscale qui a été très mauvaise pour notre économie. Donc oui, il faut avoir une vision keynésienne, c'est-à-dire regarder, il vaut mieux dégrader un peu le déficit public et permettre la relance de l'économie. Ce qui importe, c'est la croissance, c'est l'emploi. Et vous, Philippe Brun, dans cette aventure, est-ce que ça vous dirait de passer côté exécutif? Vous n'avez connu que l'opposition, finalement, depuis que vous êtes lancé en politique. Et moi, je n'ai d'autres ambitions que de servir ma circonscription, qui m'a fait le bonheur d'être réélu, de me faire à nouveau confiance lors de la dernière élection. On peut la servir en étant ministre, hein. Bon, écoutez, pour l'instant, on n'en est absolument pas là et ce n'est pas mon ambition. Il va y avoir aussi des répartitions de postes à l'Assemblée nationale. On sait que c'est clé. La présidence de l'Assemblée, c'est pour qui ? C'est forcément pour un socialiste ou un LFI ou... Eh bien, nous discuterons de la meilleure répartition possible. Mais effectivement, aujourd'hui, aucun groupe n'étant majoritaire, aucun groupe n'a la présidence garantie. Il faudra discuter. Personnalité qui pourrait rassembler largement, qui peut ne pas être socialiste, qui peut être d'un groupe très minoritaire. J'entends des collègues me parler d'André Chassaigne, pourquoi pas. Vieux sage communiste. Certains citent Charles de Courson. Voilà, ou pourquoi pas, ou un socialiste. Je sais que d'autres sont intéressés au sein du groupe socialiste, les uns et les autres. Voilà. La présidence de la Commission des Finances est réservée à l'opposition. Oui. Ça a été Éric Coquerel pendant 2 ans. Ça sera le RN ? Mais alors, quel est je ne sais pas, parce que pour l'instant, il n'y a pas de gouvernement, donc il n'y a pas d'opposition. Donc tout est possible. Notre règlement devra être modifié de toute façon pour essayer de trouver une solution. Philippe Brun, la gauche sans hubris, sans ivresse. Eh bien, merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe. On vous retrouve demain matin 7h45. Votre invité sera Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J.